Bonjour à tous et bienvenue en direct de la 70e foire de Châlons. Vous le savez, ça fait 3 jours maintenant que nous avons délocalisé notre terre d'info, le JT, en plein cœur de cette deuxième foire agricole de France, avec évidemment une programmation spéciale, vous le savez, sur Campagne TV, en direct de 11h à midi et pour les escapades gourmandes, l'après-midi de 15 à 16h. Quoi qu'il en soit, au sommaire de ce terre d'info, le JT pour la partie actu. Nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau le député maire de Châlons-en-Champagne, Benoît Apparu. Nous parlerons d'emploi, parce qu'à la veille des vendanges, on va vous montrer aujourd'hui que l'agriculture et la viticulture recrutent. Et pour le débat, vous le savez, on a un débat chaque jour sur ce plateau. On va voir comment vous pourrez gérer votre exploitation dans un monde économique qui est marqué par la volatilité des prix. Nous aurons des experts ici en plateau qui débattront pour essayer de vous conseiller là aussi au mieux pour optimiser votre exploitation. Vous le savez, là aussi, la règle est simple. Si vous voulez réagir aux propos de nos invités ou si vous voulez poser vos questions, pour ça, vous avez 3 solutions. La première, évidemment, c'est notre page Facebook Campagne TV, notre tweet @Campagne TV avec le hashtag TDI ou notre site www.campagnetv.com. Et nos invités y répondront pendant cette émission. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous embarque pour la partie Actu. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, dans ce 3e jour de foire de Châlons, de recevoir le maire de Châlons-en-Champagne, Benoît Apparu. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On découvre, parce que c'est nous la première année où on vient découvrir Châlons-en-Champagne, on découvre votre ville un peu plus tous les jours, que ce soit dans nos différentes émissions, au travers de reportages. Et on a bien vu justement que ce rendez-vous, la foire de Châlons, était un rendez-vous incontournable du Grand Est. Incontournable pour la ville, bien sûr, incontournable pour la région, ou plutôt l'ex-région Champagne-Ardenne, incontournable pour le Grand Est. Et notre ambition, c'est demain incontournable sur le plan national et international. On est en train de passer des caps avec cette foire. Si je prends l'inaugurateur de la foire, Gérard Larcher, et que je prends surtout les 4 derniers inaugurateurs, on aura eu le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat. Autrement dit, les 4 plus grandes autorités de l'État. Cette semaine, ça ne vous a peut-être pas échappé, nous aurons demain Nicolas Sarkozy. Ah oui, tous les candidats à la primaire. Mercredi, Alain Juppé. Jeudi, François Fillon. Vendredi, Bruno Le Maire. Bref, tous les candidats à la primaire passent par la foire, se sentent obligés de passer par la foire. Ça marque bien la rentrée politique. Ça montre bien qu'il y a une rentrée politique, une rentrée agricole, et que de ce point de vue-là, ce rendez-vous de la foire de Châlons est en train de devenir un rendez-vous national. Alors, on va évoquer, mais juste pour l'évoquer, c'est vrai qu'il y a eu, évidemment, compte tenu du contexte, aujourd'hui des menaces sur la foire de Châlons. Elles ont été, là aussi, éludées assez rapidement. Alors, il faut avoir en tête que nous sommes sur un site fermé. Il y a, en gestion de sécurité, une grande différence entre les sites fermés et les sites ouverts. La grande braderie de Lille, par exemple, c'est 300, 400, 500 entrées, parce que toutes les rues permettent d'y accéder. Et donc, c'est insécurisable. C'est pour ça qu'ils l'ont annulé. Nous, on est sur un site fermé, sécurisé. On a réduit le nombre d'entrées. On a gelé complètement le boulevard avec des plots béton qui passent devant la foire. Et on filtre toutes les voitures et toutes les personnes qui rentrent sur la foire pour effectivement sécuriser le site, rassurer le public et pouvoir organiser cette manifestation. Alors justement, la foire de Châlons, aujourd'hui, c'est plus de 250 000 visiteurs. Si vous le disiez, c'est une foire qui est assez importante et qui n'a peut-être pas la notoriété nationale, justement, qu'elle devrait avoir aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est un grand rendez-vous agricole. C'est vrai que c'est après les moissons, c'est avant les vendanges. Là aussi, c'est l'activité agricole de la grande région qui est illustrée au travers de cette foire de Châlons. En quoi, justement, c'est important pour vous de parler à ce type de public, le public agricole en particulier? Pour une double raison. Nous sommes ici au cœur du berceau agricole français, ou de l'un des berceaux les plus productifs qui soient, avec les terres de Champagne et une dimension, un poids de l'activité économique originaire de l'agriculture, que ce soit agri ou viti, qui est d'une très grande puissance. Donc ici, notre quotidien, c'est l'agriculture. Et ici, notre avenir, c'est l'agriculture. Les axes de développement économique pour le territoire de Châlons sont quasi exclusivement tournés vers les questions agricoles. Exemple, la Smart Agri, qu'on va essayer de lancer à partir de ce territoire. Donc, c'est pour nous le cœur de notre business au quotidien ici. Deuxième élément, deuxième raison, c'est que nous avons évidemment une importance stratégique de ce secteur sur le plan national et international. La France est une puissance agricole
de premier plan, de première envergure. Nous sommes en train de perdre des parts de marché par rapport aux Allemands, par rapport aux Pays-Bas. Il faut qu'on retrouve ces parts de marché parce que l'on sait tous que pour les 50 ans qui viennent, l'agriculture va plus que jamais être un secteur totalement stratégique sur le plan géopolitique. Et créatrice d'emplois. Alors justement, et évidemment créatrice d'emplois. Vous êtes dans une région effectivement qui a perdu, notamment une base aérienne militaire importante. Donc du coup effectivement plutôt en déperdition économique. Vous misez réellement sur l'agriculture pour redonner justement une croissance et une compétitivité à votre territoire l'aspect aujourd'hui. militaire qui est très important. Ouais. Nos territoires du Grand Est et également des Hauts-de-France sont des territoires qui depuis 40 ans subissent la désindustrialisation du pays. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire industrielle de la France est une histoire qui est sur ce grand quart nord-est. Toutes les mines, toutes les forges étaient ici. Donc toute l'activité industrielle française était ici, en tout cas une grande partie. Depuis 40 ans, on a une chute industrielle, raison pour laquelle tous nos territoires sont en déclin économique et en déclin démographique. Et donc on a besoin bien évidemment d'avoir des relais de croissance pour se réinventer une nouvelle industrie ici. Et nous sommes convaincus que l'agriculture et les débouchés, soit alimentaires, soit non alimentaires, de l'agriculture sont des potentiels économiques gigantesques. Raison pour laquelle nous investissons à Châlons comme à Reims, mais comme sur l'ensemble de ces territoires-là, massivement sur des filières de croissance liées à l'agriculture, autour de la bioéconomie, Oui. autour maintenant avec la BA 112 des fermes expérimentales pour voir comment on peut optimiser les choses. Et puis ici à Châlons, on va travailler sur le pari du végétal et travailler sur la smart agriculture. Ça veut dire que c'est l'agro-ressource qui est au service justement de cette nouvelle économie verte et agricole. Nous sommes convaincus que l'économie agricole sur le plan énergétique comme sur le plan industriel est un des avenirs du pays, un des avenirs, un relais de croissance pour notre territoire, et nous voulons être à la pointe, entre guillemets, de ces investissements-là. Alors c'est là où il y a des éléments de politique à la fois nationale et de politique régionale qui rentrent en jeu, politique nationale et européenne, puisque mine de rien, ça veut dire là aussi qu'on puisse laisser une certaine liberté d'entreprendre et peut-être une certaine diminution de normes qui est demandée par bon nombre d'agriculteurs ici, et de politique régionale, puisque mine de rien, il faut peut-être rééquilibrer aussi ce potentiel agricole, cette influence agricole dans une grande région qui a aussi toutes les compétences économiques. Alors comment vous allez organiser justement ce double lobbying, j'allais dire ? Premier point en termes de lobbying, d'influence, comme vous l'évoquez, sur le plan européen. Avant d'en arriver là-dessus, je voudrais juste passer un premier message, qui est de dire arrêtons d'accuser l'Europe de tous nos maux, notamment en matière agricole. On l'évoquait tout à l'heure, les Allemands nous dépassent, les Néerlandais nous dépassent. Ils sont soumis exactement aux mêmes contraintes européennes que nous. Ça veut bien dire que notre problème n'est pas l'Europe, puisque des gens qui ont exactement les mêmes contraintes Europe que nous dépassent et font des bien meilleurs résultats que les nôtres. Donc le problème, il est bien français. Et il vient notamment du surcroît de réglementation et de surapplication des normes européennes que la France traduit dans l'application de ces directives. Donc premier élément, arrêtons d'accuser l'Europe de tous nos maux et prenons en compte nos propres responsabilités d'environnement fiscal, d'environnement normatif, peut-être de faiblesse d'organisation et de structuration du monde agricole et de filière agricole. Et c'est ça qu'il nous faut traiter avant de trouver des boucs émissaires qui ne sont que des boucs émissaires mais qui ne sont pas les responsables. Bon, premier élément. Deuxième élément, à nous de savoir effectivement au niveau européen comme au niveau national, faire comprendre à l'ensemble des pouvoirs publics que l'agriculture est un secteur économique ultra concurrentiel, ultra compétitif, et que si nous plombons ce secteur-là, les Américains, les Canadiens, les Brésiliens ou en infra-européens, d'autres pays comme l'Allemagne par exemple, vont nous tailler des couprières. Donc à nous de savoir effectivement avoir une capacité d'influence beaucoup plus forte qu'aujourd'hui pour essayer de traiter les trois grandes questions que j'ai évoquées. Non, mais c'est clair que la France ne pèse plus, en tout cas dans le concert des 27 pays européens au niveau agricole, parce que justement, on va dire que les autres pays prônent justement une dimension un peu plus libérale des choses. Alors, évitons peut-être, si vous me le permettez, cette légère critique, peut-être la caricature. Quand vous dites qu'on ne pèse plus sur les 27, non, on pèse peut-être un peu moins. Mais c'est globalement la France qui pèse moins dans les 27 parce qu'elle n'a pas respecté tout simplement les engagements qu'elle avait pris vis-à-vis de ses partenaires européens,
notamment en matière de réduction des déficits, si nous voulons retrouver une influence majeure, notamment pour que le secteur agricole puisse redevenir, le secteur agricole français bien sûr, puisse redevenir le premier d'Europe, nous devons récupérer de la capacité d'influence qui passe par les questions agricoles, mais qui passe par d'autres questions. Si on ne retrouve pas notre crédibilité budgétaire, nous ne retrouverons pas notre influence agricole. Alors je reviens à l'aspect régional, là aussi des choses, parce que c'est vrai que dans la nouvelle région Grand Est, dont le logo a été dévoilé hier, on avait Philippe Richard sur ce plateau pour nous en parler. Justement, vous voulez repositionner Châlons en Champagne comme étant justement le cœur de la compétitivité agricole que vous appeliez de vos voeux. Alors comment on réussit là aussi à peser sur la dimension de grande région Est, on a 3 anciennes régions qui ont chacune des identités différentes, des spécificités différentes et des forces différentes. Il faut que le Grand Est et son président Philippe Richert, qui l'a parfaitement compris, mise sur la compétitivité de ces territoires. La compétitivité strasbourgeoise n'a pas la même origine économique que la compétitivité de Champagne-Ardenne. Et donc il faut qu'on arrive à utiliser les forces des différents territoires, non pas pour créer de la compétition infra-Grand Est, mais bien de la compétition pour sortir du Grand Est. De ce point de vue-là, tout le monde a compris qu'effectivement, notre territoire autour de Châlons, autour de Reims, avait une puissance agricole qui était évidemment plus importante que la Lorraine ou l'Alsace, raison pour laquelle l'ensemble des institutions agricoles sont plutôt installées ici, à Châlons, pour tout le Grand Est, parce que c'est à partir de là qu'on pourra faire de la conquête économique. Alors il y a effectivement l'aspect agricole des choses, l'aspect développement durable aussi du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels vous voulez baser justement la compétitivité et l'attractivité du territoire de Châlons-en-Champagne ? Bien évidemment, on mise énormément, comme on vient de l'évoquer, sur l'agriculture et sur les débouchés, entre guillemets, économiques de l'agriculture, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres secteurs d'activité. Nous avons un positionnement géographique, notamment au regard des réseaux autoroutiers qui passent autour de Châlons. L'axe nord-sud, avec l'autoroute des Anglais, l'axe est-ouest avec la 4, qui sur le plan de la logistique nous positionne très bien. Donc c'est aussi un secteur sur lequel on souhaite intervenir et investir massivement. Et puis il y a des filières de croissance nouvelles que nous essayons d'expertiser pour regarder effectivement comment on peut travailler autour de ça. Les questions notamment autour du recyclage du bâtiment. Oui, des déchets du bâtiment. Ouais. Les obligations que nous avons sur le plan réglementaire, c'est dans les années qui viennent de pouvoir recycler 70% des déchets du bâtiment. Ouais. Aujourd'hui, on sait en traiter, sur le plan scientifique, 25%. Donc on a des marges de progression gigantesques qui nécessitent de la recherche et du développement, dans un premier temps, pour pouvoir savoir recycler ces déchets du bâtiment, et dans un second temps, passer dans la filière industrielle, c'est-à-dire axe 1, innovation, recherche, développement, pour ensuite basculer sur le débouché industriel. Je crois aussi que vous avez des pistes de réflexion sur le développement durable. Alors, nous avons effectivement créé une SEM Énergie, une société d'économie mixte énergétique, avec plusieurs dossiers en cours en photovoltaïque, plusieurs dossiers en cours également en développement des énergies renouvelables liées évidemment à l'éolien. Et donc, on investit là-dessus. Et on est en train de se poser la question avec Engie de travailler éventuellement à un réseau de chaleur sur l'ensemble du territoire avec un investissement très massif pour faire un réseau de chaleur sur l'ensemble de la ville de Châlons. Allez, je vais revenir à la politique nationale pour terminer. Vous soutenez officiellement la candidature d'Alain Juppé. Alors dites-nous pourquoi justement vous avez choisi votre candidat à la primaire des Républicains. Alors, j'ai effectivement fait ce choix-là depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je travaille avec Alain Juppé, donc j'ai cette continuité de cette filiation avec Alain Juppé. Je suis aujourd'hui son porte-parole, effectivement. Et mon choix a toujours été de dire qu'Alain Juppé est un homme d'État. Ça peut paraître basique, ça peut paraître simple, mais j'ai le sentiment qu'en France, on a beaucoup d'hommes politiques, mais très peu d'hommes d'État. Quelle est la différence entre les deux ? Un homme politique, il pense avant tout à son intérêt électoral. Son métier, considère-t-il, c'est de gagner des élections. Et malheureusement, trop souvent, les Français considèrent que les partis politiques sont exclusivement des machines à gagner des élections et que les hommes politiques ne se préoccupent que de gagner une élection. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui, quelque part, je ne dis pas qu'il s'en fout de l'élection, ce n'est pas le sujet principal, mais qui privilégie l'acte de gouverner. Et le métier d'un homme politique, c'est bien de gouverner, d'exercer le pouvoir et pas simplement de le conquérir. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Alain Juppé est pour moi l'archétype de quelqu'un qui
s'intéresse davantage à l'exercice du pouvoir qu'à sa conquête. Ça veut dire que de toute façon, c'est la différence là aussi fondamentale avec les petites phrases, notamment celle de Fillon hier soir. Je ne vais pas me prononcer par rapport aux autres, parce qu'on n'est pas là pour se critiquer les uns les autres. Je dis simplement la chose suivante, c'est que demandent les Français? Faites les réformes nécessaires pour le pays. Préparez les 30 ans qui viennent. On vient d'évoquer pendant 10 minutes toutes les questions agricoles. Que nous disent les grands professionnels de l'agriculture? Il n'y a plus de projet agricole en France. Oui, clairement. On gère à la petite semaine. Il n'y a plus d'ambition agricole. On n'a pas donné de feuille de route à ça. Pourquoi? Parce que les hommes politiques sont tellement préoccupés par le quotidien et par les élections et par le court terme qu'ils ne répondent qu'en gros à la petite crise du moment ou à la grande crise du moment. Et il faut le faire. Mais qui ne se préoccupent plus des 30 ans qui viennent. Parce qu'ils savent pertinemment que s'occuper des 30 ans qui viennent, ça ne leur rapporte rien sur le plan électoral à court terme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui s'occupe effectivement du quotidien, parce que c'est indispensable, mais qui, en même temps, parce qu'il est désintéressé sur le plan électoral, s'occupe du long terme. C'est pour moi la différence, là encore, entre un homme d'État et un homme politique, et je classe clairement Alain Juppé dans la première catégorie, pas dans la deuxième. Merci Benoît Apparu. Nous, on continue notre partie actu. On va s'intéresser justement à l'emploi dans l'agriculture et dans la viticulture aujourd'hui. Et oui, on est à la veille des vendanges, à la fin des moissons. Donc il était là aussi important pour nous de faire un point sur les secteurs qui emploient et de dire ô combien aujourd'hui l'agriculture au sens large est un secteur économique qui emploie. On va le faire avec trois invités aujourd'hui. Michael Jacquemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FDSEA de la Marne, donc on est encore là aussi chez vous. Alors, président de la commission des employeurs également, ça veut dire quoi ça? Au sein de chaque département, il y a une commission où on réunit tous les employeurs régulièrement pour réfléchir, informer sur la situation et puis prendre des décisions syndicales pour défendre nos employeurs. Alors en face de vous, Marie-Claude Brier-Clément, bonjour. Ah, c'est pas en face de vous, vous êtes là, pardon. Responsable du dossier emploi à la Chambre d'agriculture du Grand Est. Donc là, on est dans la Chambre régionale d'agriculture. Et nous avons Francicia Courtois, qui est directrice des opérations à Pôle emploi, qui nous a aussi également rejoint sur ce plateau. Alors, je le disais en introduction, l'agriculture et la viticulture sont des secteurs qui emploient. On a souvent du mal à le faire savoir, en tout cas. Alors justement, avec vous, Michael Jacquemin, quels sont justement les besoins et les secteurs qui emploient aujourd'hui? Toutes filières confondues, tous les ans, tout au long de l'année. Pendant les 12 mois de l'année, on a des vrais besoins. Alors sur des périodes de saison pour certaines productions, mais aussi sur des contrats à durée indéterminée. Alors c'est vrai, vous l'avez évoqué, le gros problème qu'on peut avoir en agriculture ou en viticulture, c'est qu'on ne le fait pas suffisamment savoir. Donc là, on profite aujourd'hui, pendant cette semaine, Foire de Châlons, c'est vraiment un élément important de rentrée médiatique, etc. D'expliquer au grand public qu'il ne faut pas avoir peur de se tourner vers l'agriculture pour trouver du travail. Ouais, pour le faire savoir, hein. Marie-Claude Brier-Clément, justement, si on se met à l'échelle de la région Grand Est, quelles sont justement les prévisions d'emploi que vous avez, vous? Alors, les prévisions, je vais vous donner quelques chiffres qui sont des chiffres sur la région historique Champagne-Ardenne, Ouais. puisque vous disiez bien, on ne le fait pas savoir. Et quels Exactement. sont les emplois? Et au niveau du réseau des chambres d'agriculture, nous avons diligenté, il y a 2 ans, une enquête prospective avec le groupe La Salle Beauvais Oui. pour regarder, à horizon 2025, quels seront les besoins en termes d'emploi, tout confondu, hein, actifs, c'est-à-dire exploitants et salariés. Et toutes choses égales par ailleurs, à horizon 2025, nous aurons besoin de remplacer 8000 actifs. 8000 actifs sur 10 ans, c'est 800 emplois en moyenne par an à trouver dans l'agriculture. Et je dis bien toutes choses égales par ailleurs, puisque, comme l'a évoqué Benoît Apparu, toute cette question du projet agricole, de l'innovation au cœur du projet agricole, nous laisse penser qu'effectivement, au-delà de ce qui existe aujourd'hui, nous aurons d'autres emplois à pourvoir, que ce soit sur la production, toute production confondue, mais aussi sur la transformation et sur les services, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'écosystème agricole. Oui, surtout les services qui sont associés, ça peut être même des experts comptables. C'est vraiment, au sens large. Alors comment justement, Michael Jacquemin, on répond
à cette demande? Je suppose qu'effectivement, il y a à la fois le faire savoir, parce qu'il y a des gens qui ont des compétences et dont on peut avoir besoin de manière soit épisodique ou soit à long terme. Et puis, il y a aussi, je pense, la formation. Alors, comment vous opérez? C'est un travail donc tout azimut, un travail de longue haleine, donc il faut l'expliquer. Donc nous, notre vraie volonté, c'est vraiment d'expliquer au maximum de public. Alors les jeunes qui sont en recherche d'orientation, donc il faut arriver à les sensibiliser sur nos métiers, toute la palette de métiers qui existe, toute production confondue. Alors après, une fois qu'on a réussi à convaincre les jeunes, il faut convaincre les parents, parce que c'est quand même pas aussi si facile que ça. Les gens qui ne sont pas du tout du milieu rural ou milieu agricole, de lancer leurs jeunes sur des perspectives de travail dans le milieu agricole. Ouais. Et puis après, il y a toute la palette aussi des demandeurs d'emploi. Il y a vraiment aussi un gros travail à faire sur ce sujet. Donc ça fait déjà quelques années qu'on est en contact avec Pôle emploi, où on a mené des projets ensemble et on a vraiment des retours très très intéressants et très très positifs. Mais justement, on va en parler tout à l'heure avec Francicia Courtois, qui est directrice d'opération de Pôle emploi, sur ces aspects de formation. Mais avant, je vous propose de découvrir un exemple concret qu'on a tourné ici, dans la Marne. On va partir sur l'exploitation de Nicolas Mans, qui a justement récemment recruté un jeune en CDU, et on va justement partager son expérience. Je suis installé depuis 1995 sur une exploitation de 260 hectares dans le sud-ouest de la Marne, à Normé, à côté de Fère-Champenoise. J'ai embauché un salarié depuis 2 ans suite au départ en retraite de mon oncle. Face au travail qu'il y avait à faire sur l'exploitation, il me fallait absolument un salarié. Puis en croisant un collègue, il m'a dit « tu devrais venir te rapprocher du groupement d'employeurs agricoles et viticoles de la Marne. Il pourrait peut-être te trouver quelqu'un ». Donc je les ai appelés. Et eux, en 3 jours de temps, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit on a peut-être quelqu'un qui correspond à votre attente. Et donc j'ai reçu un jeune et à partir du mois de mai 2014, je l'ai embauché avec un CDI. Dans les principaux critères, il n'y avait déjà pas forcément une attente d'avoir quelqu'un qui ait beaucoup d'expérience. Plutôt un jeune justement pour essayer, pour que ce soit pas quelqu'un qui soit cadré dans ses façons de travailler, qui soit plutôt adaptable et qu'on puisse travailler ensemble, qui puisse s'adapter à mes façons de faire. Et puis si c'était possible qu'il ait quelques critères, quelques notions de mécanique. C'est important parce que je fais énormément d'entretiens moi-même, surtout sur tout ce qui est système d'irrigation, même mécanique courante des tracteurs. Je voulais quelqu'un qui ait des notions et des compétences justement pour que cet entretien-là journalier soit fait. Je pense que l'agriculture aujourd'hui a énormément d'atouts pour attirer l'emploi vers nous. On a beaucoup de diversifications qui peuvent intéresser les jeunes. On a du matériel aujourd'hui, on a eu un renouvellement de matériel avec du matériel de pointe, avec des nouvelles technologies qui peuvent aussi les intéresser. Et puis on a aussi des formations qui peuvent les mettre en valeur et qui peuvent les intéresser pour justement faire face à nos besoins. J'ai commencé à enchaîner les contrats à courte durée depuis 2013. C'était assez compliqué et je voulais avoir un CDI pour avoir une vie plus tranquille. Depuis tout petit, j'ai été dans l'agriculture. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est l'évolution du matériel. J'ai fait plusieurs formations. J'ai commencé par un BEP agricole à SOMSUIP. Et ensuite, j'ai fait un CAP apprenti mécanicien agricole au garage de la Ville. Mon métier consiste principalement à préparer la terre, suivi de la plante, l'irrigation, surveiller l'évolution. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la partie récolte, de voir l'évolution de la plante et arriver au stade de finition. L'agriculture est un métier d'avenir. Moi, c'est un métier qui m'intéresse. Ça devient une passion plutôt qu'un métier. Allez, retour sur le plateau de Terre d'Info, le JT, en direct de cette 70e foire de Châlons, en compagnie de nos invités. On parle d'emploi, on parle d'avenir. Au travers de ce reportage, on vient voir que justement, il y a un avenir en agriculture et en viticulture. Mais pour cela, au travers de l'exemple qu'on vient de voir, ça nécessite effectivement un accompagnement, en tout cas des agriculteurs qui ont ces besoins-là, et notamment aussi de la formation. Alors avec vous, Francicia Courtois, directrice des opérations de Pôle emploi, je le rappelle, justement, concrètement, comment vous accompagnez les agriculteurs ? Aujourd'hui, on a plusieurs types
d'offres de services qui permettent de traiter alors soit sur le long terme, soit dans l'urgence les recrutements. Il faut savoir qu'on nous a déposé 13 199 offres d'emploi. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Sur une année glissante, c'est Ouais. important de le savoir, avec deux typologies d'activités. L'activité viticole plutôt sur de la saisonnalité et l'activité agricole plutôt sur toute l'année. Et aujourd'hui, donc, on a une offre de service avec des conseillers à dominante entreprise qui sont dédiés aux entreprises. Notre cœur de cible est plutôt l'artisanat et les TPE, PME, Ouais. parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure RH. Et l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner au mieux. Donc aujourd'hui, on fait de la présélection, de la recherche de candidats, du montage de mesures, de l'achat de formation avec le conseil régional pour personnaliser au plus près les besoins des territoires et puis l'adaptation des profils de public. Et puis on accompagne aussi dans la durée sur des conseils, les aides à l'embauche, les TPE. On a tout un service d'offres en ligne aujourd'hui qui est mis à disposition. On peut permettre par exemple à un employeur de faire une simulation de calcul de charges. On lui permet aussi de préparer des entretiens d'embauche quand il a besoin. Et puis aussi, pour tous ceux qui ne sont pas lisibles, de créer une page web sur le site de Pôle emploi pour pouvoir justement se mettre en lien avec des candidats directement. Alors là, concrètement, vous avez quoi comme offre d'emploi, par exemple? Aujourd'hui, en ce moment, on attaque bientôt les vendanges. Les vendanges, on en parlait tout à l'heure. Donc on commence à être en plein dedans. Il faut savoir qu'on se dote de moyens spécifiques, puisqu'on ouvre un espace vendange à Épernay qui est ouvert toute la période, même le samedi, dimanche, où là on est vraiment directement au cœur de l'activité pour les viticulteurs. Donc on a des offres vendanges, on a des offres de palissage, mais on a aussi des offres d'ouvriers agricoles. On a des offres dans les espaces verts, on a des offres plus ponctuelles ou plus durables, ça dépend, comme par exemple sur du mécanisme agricole, donc des engins. Ouais. On paye de la formation, des cassettes spécifiques. On a fait des opérations notamment là dans les territoires avec M. Jacquemin pour justement répondre à ses besoins aujourd'hui. Michael Jacquemin, il y a d'autres filières qui recrutent? Ah oui, non, mais toutes les filières sont en recrutement. Toutes. Moi, j'ai des exemples. Par exemple, Ouais. le petit reportage qu'on a vu, donc Ouais. c'est via le service de remplacement. Service de remplacement, c'est quoi? Dans chaque département, ça existe. C'est un peu notre agence d'intérim spécialisée agricole. D'accord. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un service aux employeurs quand ils sont malheureusement malades ou un accident, ou quand heureusement, les vacances, parce heureusement ils peuvent voilà. partir en vacances. Ouais. Quand on peut l'anticiper, en plus, les vacances c'est plus facile. Eh ben, on met à disposition du personnel pour faire du remplacement. Et c'est vraiment une belle possibilité de rentrer, de découvrir ces métiers et de découvrir des employeurs. Et là, en l'occurrence, le jeune, il a découvert un employeur qui lui a signé un CDI à l'issue. Oui. C'est comme une belle expérience. Et des offres, on en a un certain nombre. On est venu aujourd'hui et demain donc sur la foire de Châlons. Ouais. Il y a un mur d'offres où on recherche dans la viticulture ponctuellement parce qu'on prépare les vendanges. Ouais. Là, j'ai un exemple d'un éleveur bovin sur le secteur de Vitry-François. Il est prêt à démarrer avec un CDD de 9 mois. Et puis pourquoi pas CDI ensuite. Sur Châlons, même style, là on est sur une période de 3 mois pour la période de récolte des pommes de terre et des betteraves. Enfin, voilà. Alors, mais c'est important ce que vous dites. Marie-Claude Clément, est-ce que finalement l'attractivité de ces métiers-là ne souffre pas peut-être du niveau de rémunération ou de la pénibilité de ces emplois? Alors, je crois qu'il faut arrêter de considérer que l'agriculture, c'est une exception culturelle. Nous sommes dans une vraie stratégie de développement de l'agriculture. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais reprendre la question de l'accompagnement et du recrutement. Parce que, effectivement, un agriculteur n'est pas naturellement un employeur. Et l'importance, effectivement, de tout l'écosystème qui va permettre à un agriculteur de déterminer quels sont ses besoins, quelles sont ses chances, s'il organise autrement la ressource humaine sur son exploitation, de développer du projet, de pouvoir augmenter sa valeur ajoutée, me semble quand même quelque chose d'essentiel aujourd'hui. En termes de rémunération, nous sommes dans les mêmes niveaux que l'ensemble des autres secteurs. C'est important de le dire, encore une fois, c'est important de le marteler. C'est essentiel de le dire. Ouais. Nous avons en agriculture un véritable dialogue social. Nous avons parlé tout à l'heure des commissions paritaires régionales de l'emploi en agriculture qui effectivement travaillent sur les parcours de rémunération, les évolutions professionnelles
et l'ensemble des compétences nécessaires. Aujourd'hui, sur les compétences, on a un appareil de formation agricole qui est tout à fait performant. Francicia parlait des formations financées soit par Pôle emploi, soit par le Conseil régional. Il faut savoir que dans les enquêtes à 6 mois, l'agriculture se trouve dans le haut du pavé sur sa capacité à sécuriser les emplois. Ça, c'est aussi une chose qui est tout à fait importante. Alors, bien sûr, on parle toujours de l'emploi saisonnier parce que c'est une porte d'entrée. Aujourd'hui, il y a une recomposition de l'emploi avec, sur l'ensemble de nos territoires, une diminution sensible du nombre d'agriculteurs, mais dans le même temps d'une augmentation extrêmement significative du nombre de salariés. Ce qui montre bien qu'il faut regarder les choses en termes d'actifs. Et autour de ces questions-là, les commissions paritaires pour l'emploi et l'ensemble des autres acteurs regardent comment construire des dispositifs qui effectivement vont permettre de fidéliser, vont permettre la montée en compétences, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Nous avons cette chance d'avoir aussi un appareil de formation continue, juste un chiffre, 14 millions d'euros pour la formation continue des salariés en région Grand Est en 2014. Ce qui montre effectivement qu'on est sur des vrais emplois, des vrais parcours et des possibilités aussi de passer d'un emploi salarié à de la création d'emplois pour être soi-même entrepreneur. Dernier mot sur la pénibilité qui là aussi est souvent exprimée quand on parle de ces travaux en agriculture. Michael Jacksman, comment on tord le cou à la pénibilité de ces métiers-là? L'agriculture d'hier, elle a totalement évolué. Aujourd'hui, alors certes, il y a encore des périodes très saisonnières, très ponctuelles où il faut que l'homme intervienne, et souvent à la main. Dans le Champagne, concrètement, on sait ce que c'est. Les vendanges, c'est la règle veut que ça soit fait à la main. Donc c'est une période qui peut être considérée comme pénible, mais il y en a quand même beaucoup qui prennent des vacances pour faire les vendanges. C'est que ça ne doit pas être que pénible. Il y a aussi une bonne ambiance, et puis c'est une façon aussi de se faire un petit pécule supplémentaire. Alors après, au niveau des travaux sur nos entreprises agricoles, on a du matériel qui est de plus en plus automatisé, confortable, etc. Et connecté. Aujourd'hui, dans nos tracteurs, on est connecté, on a des tablettes, on est branché sur des GPS, on ne touche plus au volant. Enfin, on utilise aujourd'hui des drones pour faire des diagnostics sur nos parcelles. Alors, on a besoin de tout type de profils, des profils de salariés, entre guillemets, un peu manœuvres, saisonniers, mais on a aussi besoin de profils techniciens, ingénieurs, parce que tous ces outils, il va falloir les programmer, les paramétrer, les analyser. Donc voilà. Et notamment sur l'écosystème que vous citiez, parce qu'évidemment, il y a aussi tous les services associés. Je sais que c'est court, on va devoir clôturer cette partie sur l'emploi, mais j'espère en tout cas que l'essentiel des messages ont été passés. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour la partie débat de notre magazine. Et on va essayer d'être pratique, là encore, dans cette partie débat qui va vous intéresser, qui va intéresser justement les agriculteurs et les professionnels de l'agriculture qui nous regardent ce matin, puisqu'on va essayer d'optimiser votre exploitation. Comment gérer son exploitation dans un monde économique de plus en plus volatile? On parle toujours de la volatilité des cours, donc du coup de la diminution du chiffre d'affaires. On en voit encore récemment sur nos amis producteurs laitiers qui se battent contre Lactalis. Et on va voir justement avec nos deux experts financiers et économiques qui sont sur ce plateau comment justement on peut essayer d'optimiser son chiffre d'affaires. Avec nous Thierry Fournaise, président d'AS Entreprise, bonjour. Bonjour. Alors il faut vous expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est AS Entreprise. AS Entreprise, c'est une association de gestion et de comptabilité, donc qui est gérée par des agriculteurs et des viticultrices. Voilà, on fait partie du groupe Fédé. Enfin, je ne sais pas si je présente l'ensemble tout de suite. Allez-y. On a 137 collaborateurs à temps plein. On est sur 9 antennes réparties sur le département de la Marne. Et on va voir avec vous comment on optime. 3300 comptabilités à la clé, dont un tiers en viticulture, 1100 comptas en viticulture et 500 comptas en ACS qu'on appelle artisans, commerçants et services. Voilà. On va voir avec vous comment on optimise là aussi et comment on peut éventuellement, dans un univers économique complexe, optimiser là aussi
son exploitation. En face de vous, Xavier Casdan, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert de grande culture au Crédit Agricole, c'est ça? Tout à fait. Donc là aussi, c'est le financier. C'est le financier au sein donc, de Crédit Agricole SA à Montrouge. Et donc je m'occupe plus précisément des filières grande culture, dans son suivi, dans ses perspectives d'évolution, afin de traiter cette information, de l'analyser et de la diffuser auprès des caisses régionales qui sont nos clients. Et les caisses régionales ayant comme clients donc les entreprises, les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires en particulier. Et avec l'idée effectivement que cette approche se fasse aussi pour identifier, réfléchir sur d'éventuels nouveaux produits, nouvelles offres bancaires en intégrant la spécificité des différentes filières que nous suivons. Donc, et voire même le système assurantiel justement, mais on va d'abord commencer ce débat par la volatilité des cours en fait, parce qu'on en parle tout le temps, sauf que réellement quels sont les phénomènes qui sont responsables de cette volatilité des cours aujourd'hui? Alors, en fait, je vais surtout vous parler du marché des grains. Les marchés des grains, c'est quand même un marché qui est aujourd'hui mondialisé, globalisé, et qui est partagé entre des pays qui sont largement autosuffisants comme la France, comme l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, l'Australie, et à côté de ça, des pays qui sont largement déficitaires comme les pays du Maghreb, les pays du Proche et du Moyen-Orient. Et dans ce contexte-là, les échanges sont un facteur très important qui représente pratiquement 22% de la production. Donc c'est quand même ces échanges-là qui font un peu la pluie et le beau temps, notamment en matière de prix. Car, encore une fois, nous sommes largement autosuffisants pour ce qui concerne la France. Donc il y a des fondamentaux, des facteurs liés aux fondamentaux, et puis des facteurs externes. Les fondamentaux, c'est la loi de l'offre et de la demande à l'échelle mondiale. Et effectivement, depuis 3 ans, et notamment en matière de céréales, on est plutôt sur des niveaux de surproduction, avec des stocks qui se sont reconstitués de façon très importante, où la sécurité alimentaire est largement présente. Et à côté de ça, il y a effectivement une croissance et un développement de la demande qui augmente, mais qui augmente un petit peu moins vite que les années précédentes, même si elle est toujours en augmentation. Alors ce phénomène de surproduction induit effectivement qu'on est plutôt, depuis 3-4 ans, sur une spirale de prix relativement bas, et c'est encore vrai malheureusement aujourd'hui, en lien avec ce qu'ont connu les producteurs français suite à cette récolte 2016. Bien sûr, monsieur, mais Thierry Fournaise, finalement, crise de surproduction, on le voit évidemment dans le lait, fin des quotas laitiers, on le voit bien, de suite le prix à la tonne a extrêmement diminué, c'est la source de la crise aujourd'hui. Donc justement, comment on peut expliquer aux consommateurs qu'après a quand même l'impression de payer ces produits moins chers, que justement c'est quand même la loi de l'offre et de la demande au niveau international qui va réguler le marché payé à l'agriculteur? Enfin, nous on demande à nos pouvoirs publics à la rigueur de nous aider à ce niveau-là. On a beau avoir une bonne maîtrise de nos charges et d'essayer de réguler au mieux, mais il nous faut des prix minimum, quoi, voilà. Donc on est inquiet par nos industriels ou notre agroalimentaire, qui des fois mettent trop la pression sur nos producteurs ou qui n'y arrivent plus, quoi, voilà. Ça a bien été retracé à la rigueur sur nos ventes de céréales ou sur nos ventes de prix du lait, sur la vente de la viande. Alors, le souci, c'est qu'on a trop mondialisé nos prix et on n'est plus protégé par rapport au contexte mondial, quoi. C'est-à-dire que la PAC aujourd'hui ne nous protège plus du tout? La PAC nous a apporté des aides compensatrices pour faire face à des prix qui allaient être de départ, qui allaient être mondialisés. Le problème, c'est que les prix sont devenus très bas et on n'arrive plus dans nos exploitations à vivre de notre métier, quoi. Donc le réel souci, il faut qu'on reste optimiste sur nos productions, mais le problème, c'est quand il n'y a plus de trésorerie et que les revenus ou les rentabilités d'exploitation ne sont plus là, il faut qu'on accompagne, nous, AS Entreprises, au mieux ces exploitations-là, avec l'accompagnement des banques pour refinancer. Le réel souci, c'est quand même l'endettement de nos exploitations, quoi. Je veux dire, il y a des limites à tout, et donc on a beau faire de l'étalement, il faut qu'on ait des rentabilités sur des exploitations, quoi. D'où l'intérêt de connaître bien nos prix de revient, que ce soit en lait, en céréales et tout ça. À la rigueur, même si on le connaît et que le prix est inférieur, il faut encore qu'on s'améliore, mais on n'a plus de levier ou peu de levier, quoi. Voilà, après. Mais si on prend par exemple concrètement le prix
le prix de la tonne de lait aujourd'hui. Les producteurs de lait disent qu'il faudrait 390 € la tonne pour pouvoir vivre décemment de leur métier. Et aujourd'hui, on leur propose moins de 280, c'est tout le débat. Donc comment on peut cofinancer ce gap-là, c'est que la crise, elle dure, quoi. Voilà, on pourrait l'absorber pendant un semestre, voilà, mais là, ça fait 18 mois qu'ils sont dans cette panade-là où, en fin de compte, c'est déficitaire tous les gens. Imaginez-vous, vous levez le matin en train de traire des vaches et que vous pensez qu'à la rigueur, vous perdez 500 € par jour, voire plus. J'allais dire, psychologiquement, ça devient insoutenable, quoi, voilà. Et quand on a des grands faiseurs du lait et qui ne veulent pas nous montrer leurs résultats et tout ça, on s'inquiète. On veut bien que le marché extérieur, à la rigueur que la Chine devait absorber beaucoup de lait, elle ne l'a pas fait, donc beaucoup moins qu'elle s'était prévu. Mais bon, il y a quand même une partie du lait qui est quand même transformée dans nos produits laitiers, quoi. Et je ne pense pas que les produits laitiers ont fortement baissé ces dernières années, quoi. Voilà. Parce que Xavier Casdan, vous qui êtes le financier sur ce plateau, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas, ad vitam aeternam, financer ce delta différentiel entre le prix, entre les vous n'allez pas financer les déficits d'exploitation. La banque, quand elle prête, elle s'assure, comme premier point, la capacité financière des exploitations, des entreprises, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs, à pouvoir rembourser et honorer effectivement ces échéances. À un moment donné, si les capacités ne sont plus présentes, nous ne pourrons plus effectivement accompagner classiquement, je dirais, les entreprises en question. Alors justement, on est plutôt dans une agriculture française qui a des tailles d'exploitation qui sont familiales, contrairement à d'autres types d'agriculture qui sont beaucoup plus industrielles, on va dire. Est-ce que ça ne va pas inexorablement vers la fin de ce système-là ? Alors ça peut y contribuer, bien entendu. C'est vrai que ces 4 dernières années, quelles que soient les filières, et moi je vais surtout parler là des filières grande culture, celles que je suis, les niveaux de prix sont effectivement relativement bas, avec, selon les années, des rendements plus ou moins élevés. Donc cette année, des rendements plutôt faibles. Très bas, bien sûr. Donc c'est vrai que ça fragilise de plus en plus un certain nombre d'exploitations agricoles. Mais par anticipation, on constate également quand même qu'un certain nombre d'entre elles tentent d'anticiper. Et c'est ce qu'on préconise, et on insiste bien sur ce point-là, que quand ça va bien, il y a tout intérêt quand même à engager et à prévoir des épargnes de précaution pour justement faire face à des années comme celle-ci par exemple, où à la fois le prix bas et des rendements relativement bas font que ce sera peut-être un petit peu compliqué de joindre les deux bouts. Donc c'est de l'épargne préventive en fait. De l'épargne préventive, par anticipation, de ne pas mettre aussi tous ses œufs dans le même panier. Donc en agriculture, ça devient un petit peu compliqué parce qu'effectivement, un certain nombre de filières sont quand même structurellement déficitaires, compliquées et difficiles. Mais effectivement, il y a quand même, et heureusement, un certain nombre d'exploitations agricoles qui ont connu de bonnes années et qui ont eu la possibilité de pouvoir faire cette épargne de précaution. Mais c'est aussi pourquoi pas pendant ces bonnes années toutes les solutions assurantielles, toujours par un souci d'anticipation et d'anticiper les risques. Donc ça nécessite effectivement une façon de gérer l'entreprise, l'exploitation agricole, en allant au-delà que l'année, mais vraiment en la gérant plus sur le moyen terme, en intégrant et en anticipant de plus en plus les risques, avec un certain nombre de solutions qui existent. Elles sont certainement pas toutes parfaites. Il y a des systèmes assurantiels qui existent aujourd'hui que vous pouvez par exemple, l'assurance récolte telle qu'elle existe aujourd'hui, elle aurait permis pour un certain nombre d'exploitations agricoles, au vu de ce qui s'est passé cette année, notamment en matière de rendement en blé ou plutôt en céréales, de pouvoir effectivement faire face à cette problématique de chute considérable de rendement dans un certain nombre d'exploitations agricoles. Et c'est certainement des sujets qui vont se développer encore un petit peu plus dans les années à venir. On peut aussi évoquer les réflexions qu'il y a actuellement autour de la réforme de la PAC à partir de 2020, où effectivement, de plus en plus, on commence à évoquer ce sujet assurantiel, ces solutions dans le cadre de changement climatique aussi et d'évolution climatique. Exactement. C'est quand même un vrai Exactement. enjeu là-dessus. Exactement. Ouais. Voilà.
Thierry Fournès, là aussi, vous avez peut-être d'autres types d'accompagnement? Enfin, nous, ouais, voilà. Après, il y a les phénomènes de bonne récolte à un moment donné. Il faut que notre fiscalité et nos charges sociales soient adaptées, quoi. Voilà. Le réel souci, c'est qu'il y a eu un petit peu des abus dans nos exploitations sur du surinvestissement en vue de la fiscalité, quoi. Donc, il faut qu'on améliore. C'est-à-dire, on paye de l'impôt sur du revenu et l'année d'après, on est presque déficitaire, quoi. Voilà. Et donc, il nous faut qu'on a aménagé cette fiscalité agricole encore mieux. Il y a le système de DPA, déduction pour investissement qui arrive, pour aléas climatiques. Les aléas climatiques, et à mon avis, une année comme cette année va apporter beaucoup de réflexion au sein de la profession de faire avancer ces dossiers-là et avec la PAC, la réforme de la PAC, d'avoir une meilleure régularité de revenus dans nos exploitations, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que... Je reviendrai un peu sur les exploitations, sur la diversification après, ou sur des projets d'exploitation, d'être nous au sein du groupe Fédé, on a une dynamique projet et tout ça, sur des gens, on les incite à avoir des projets, parce que je pense que tout chef d'entreprise a des projets plus ou moins importants, plus ou moins éminents. Après, il faut les concrétiser et c'est vrai que c'est compliqué dans les phases de crise et c'est vrai que dans les phases plus euphoriques, c'est là qu'il faut commencer à diversifier les revenus des exploitations, quoi. Vous savez, c'est très compliqué quand vous avez un couple qui travaille sur une exploitation et qui n'a pas de revenus extérieurs et qu'il faut dégager un revenu et qu'il y a une famille derrière. Voilà, donc est-ce que nous, en France, on veut encore des structures, des exploitations familiales, dites familiales, ou est-ce qu'on veut industrialiser l'agriculture, quoi. Voilà, après, je pense qu'on doit arriver à un compromis. On ne peut pas vivre avec 2 chèvres, une vache et 1 hectare de blé. On peut peut-être vivre avec 2 hectares de maraîchage et puis une diversification sur un gîte ou sur des circuits courts ou sur d'autres choses comme ça. Mais... Ou de la bio-industrie, de la bioéconomie. Ou la bio-industrie, je pense qu'on a besoin de toutes ces agricultures-là. Je veux dire, nous, surtout doublement dans notre région où on a fortement investi dans la bioéconomie et la bioénergie. Hein, voilà. Ouais. Mais écoutez, merci messieurs en tout cas d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on a donné quelques éléments de réflexion et quelques clés en tout cas pour nos amis agriculteurs qui nous regardent. On se retrouve évidemment dès demain ici en direct de cette 70e foire de Châlons. Mais d'ici là, vous le savez, cultivez votre jardin. Au revoir.